Il se trouve que j'ai eu entre les mains des documents, des archives déclassifiées Secret défense. sur le secret défense, sur l'histoire de la construction européenne, et que j'ai découvert que les architectes, ce qu'on appelle les pères fondateurs, n'étaient pas ce qu'on a dit, et que le projet Europe puissance, Europe sortie de la résistance, Europe sortie de la ferveur des peuples, tout ça c'était une imposture. Alors vous nous dites qu'au départ, selon vous, l'Europe est une commande, un complot américain. L'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal. Walter Hallstein, l'ancien nazi qui deviendra le premier président de la Commission européenne, Robert Schuman, l'ancien pétainiste, Jean Monnet, l'agent de la CIA. Le gène déconstructeur qui mine et fragmente l'Europe d'aujourd'hui, il était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Je suis tombé par hasard sur une lettre de la Chase Manhattan Bank à Jean Monnet, où le président de la Chase Manhattan, qui est un homme des services secrets, donc de la CIA, dit « On est heureux de vous avoir comme déposant et comme bénéficiaire ». Bon, cette lettre, je la publie. En remontant, j'ai constaté qu'il y avait des versements secrets de dollars venant des milieux de la CIA à Schuman et à Monnet pour des opérations d'influence, c'était la contrepartie, au service des intérêts américains. Et là, je me suis dit, on nous a menti. Les historiens, en tout cas, contestent ce que vous dites et on vous traite de complotiste à l'occasion de cette publication. Vous savez ce que c'est que le complotisme? Ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes. Moi, j'apporte 111 pages d'archives déclassifiées. Donc c'est le contraire du complotisme, c'est la vérité, ce sont les preuves, ce sont les faits. Il n'est pas certain que ce soit d'ailleurs illégal. C'est une très mauvaise gestion des fonds publics. C'est moralement comme politiquement répréhensible parce que c'est ne pas réussir à convaincre politiquement. Et le sujet qui se cache derrière celui-là, c'est celui de l'infiltration des institutions. Mais c'est pas seulement le cas au niveau de Bruxelles. Ça peut être le cas à Paris. Regardez les gens qui avaient poussé Emmanuel Macron à inviter Soulèvement de la Terre au salon de l'agriculture. Ils sont conseillers du président de la République. Franck Timmermans, dont on parlait, qui était commissaire européen, son directeur de cabinet venait d'une ONG justement environnementale. Et c'est précisément parce que parfois les politiques ne travaillent pas suffisamment et que d'autres ultra-militants ont infiltré, c'est le cas sur tous les sujets énergétiques, c'est le cas sur tous les sujets scientifiques type pesticides, etc. Et on laisse faire ça. Mais est-ce que c'est aux Européens de illégal. C'est complètement fou parce que l'électricité allemande produit 7 fois plus de CO2 que l'électricité française. Et puis quand il n'y a pas de vent, dernière chose, c'est que l'Allemagne est obligée d'aller tirer l'électricité des autres pays. Ça s'est passé cet hiver, il y a eu 3 semaines sans vent. Qu'a fait l'Allemagne? Elle n'avait pas assez d'électricité au charbon et au gaz pour le pays, donc elle est allée tirer de l'électricité en Suède massivement. Ce qui a fait exploser les prix en Allemagne, mais aussi en Suède. Et la ministre suédoise de l'électricité, qui n'a pas la langue dans sa poche, a fait grand bruit avec ça en dénonçant ce que faisait l'Allemagne. Nous sommes donc enfermés dans un système incroyable, kafkaïen. Et l'Union européenne, pire que ça, impose des amendes à la France parce que la France a trop de nucléaire et pas assez d'énergie renouvelable. Donc on est plus propre que les Allemands, mais on a des amendes. L'amende, c'est 1 milliard d'euros par an pour la France parce qu'elle n'a pas assez d'éoliennes. Et là où nous sommes chez les fous, c'est que la France a déjà trop d'électricité aujourd'hui. Elle vend 20% de son électricité au reste de l'Europe. Donc on demande de construire plus d'éoliennes à coût de milliards d'euros. Donc on va produire plus d'électricité. Et en fait, la France, quand elle construit une éolienne, elle est obligée de fermer, dès qu'il y a du vent, partiellement les centrales nucléaires. Donc on va dépenser un tas d'argent pour une électricité dont on n'a pas besoin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Le Covid est critique, parce que c'est ce qui convainc les gens d'accepter, légitimer. Nous voulons arrêter cette épidémie, mais nous n'avons pas seulement besoin de surveiller les gens, nous devons surveiller ce qui se passe sous la peau. Leur température corporelle, comme si nous étions entrés ici. Nous avons dû passer un test de température corporelle. Mais exactement la même technologie peut déterminer ce que vous pensez du gouvernement. Aucune colère n'est un phénomène biologique, tout comme la maladie. Avec ce genre de surveillance, tu regardes le grand président, le grand leader prononce un discours à la télévision. La télévision pourrait vous surveiller et savoir si tu es en colère ou non. Juste en analysant les indices, les signaux biologiques provenant de votre corps.
Peut-être même maintenant, les gens qui nous regardent sont surveillés et analysés. Es-tu en colère contre ce que tu entends? As-tu peur? Es-tu audacieux? C'est le genre de pouvoir que Staline n'avait pas. Tu sais, quand Staline a prononcé un discours, tout le monde tape dans les mains et sourit maintenant. Comment savez-vous ce qu'il pense vraiment des choses? C'est très difficile de ne pas avoir d'agent au KGB pour suivre tout le monde, tout le temps. Même si tu le fais, il regarde juste ton comportement extérieur. Il ne sait pas vraiment ce qu'il se passe dans votre esprit. Mais dans 10 ans, les futurs Stalines du 21e siècle pourraient surveiller les esprits, le cerveau de toute la population, tout le temps. C'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'on fait. En fait, on ne les force pas du tout, puisqu'on ne leur demande pas de prendre une décision, on leur donne des réponses par rapport à leur questionnement sur le vaccin. Tout le monde a eu du succès. Oui, ça marche bien. C'est pour ça qu'ils sont pas contents. Vous avez beaucoup de royalties de la part du laboratoire Pfizer. Ah ben à chaque fois que je vois, je touche 50 € par entreprise. C'est passé peut-être 100 €, on va dire. C'est enregistré, on me dit. Enfin, pas par entretien. Par personne que vous avez réussi à... Oui, sauf qu'ils vont se faire vacciner à condition qu'ils se vaccinent avec de l'ARN messager de Pfizer. Oui, bien sûr. Sinon, s'ils prennent du Novavax ou du Janssen, je touche rien. Mais je suis en train de négocier avec Janssen, là. Parce que bien entendu, il faut être payé pour faire ça. L'Organisation mondiale de la santé recommande 110 mg minimum de vitamine C par jour. En réalité que la vitamine C, prise quotidiennement en quantité plus importante, offre des effets protecteurs stupéfiants. Elle renforce le système immunitaire, elle améliore l'absorption du fer, elle est essentielle à la formation du collagène, son pouvoir antioxydant fait d'elle un anti-âge puissant. Elle réduit les taux de cholestérol, elle a un effet détoxiquant contre le tabac et l'alcool. Enfin, bref, la liste est longue. En France, dans son ouvrage intitulé « La vitamine C et ses alliés indispensables à la santé », le docteur français Pierre Corson affirme que la vitamine C est le véritable chef d'orchestre des réactions biochimiques qui conditionnent la vie. Une partie du corps médical fait preuve de scepticisme au sujet de la vitamine C. Alors que des prix Nobel, des professeurs, des scientifiques, des médecins du monde entier ont produit des études qui prouvent son efficacité. Linus Pauling, chimiste, physicien américain, seul scientifique au monde à avoir été récompensé de 2 prix Nobel, consacrera environ 40 années de recherche et d'études sur les incroyables bienfaits d'une prise quotidienne et importante de la vitamine C. En mai 2013, William Jacobs, chercheur, professeur de biologie, publie un article faisant état d'une découverte qu'il qualifie de stupéfiante. La vitamine C tue toutes les formes de tuberculose, y compris les formes multi- et ultra-résistantes contre lesquelles les antibiotiques les plus puissants au monde ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui a fait quand même que, avant même que, évidemment, la population s'incline et obtempère, la quasi-totalité, il faut le dire, du personnel à la fois politique, médiatique et médical ont suivi comme un seul homme? Oui, merci de revenir sur cette question tellement fondamentale. Et effectivement, il y aurait le risque de vouloir passer un peu rapidement par perte et profit ce qui est arrivé. Et en ce qui me concerne, l'interrogation qui m'a habité à l'orée de mon second livre, c'était le fait de dire, ok, on a fait à peu près l'inverse exact de ce qu'on aurait dû faire et qu'on savait devoir faire. Maintenant, est-ce que c'est un emballement systémique comme il peut en arriver, un espèce de chaos collectif où sous l'effet de la panique et de l'incompétence, on en vient à faire n'importe quoi, ou est-ce qu'à l'inverse, c'était une opération qui a été planifiée? Et là, on est obligé aujourd'hui de privilégier cette hypothèse en voyant que la panique a été soigneusement entretenue, l'épidémie n'était pas plus grave que les épidémies qu'on connaît habituellement, mais on a vraiment fait croire de manière obsessionnelle. Ayant fait croire
ayant fait croire aux médecins qu'ils étaient en danger de mort s'ils recevaient leurs patients, on leur a donné le soulagement de dire ne les recevez surtout pas, de toute manière aucun médicament ne marche. Donc en fait à ce moment-là, les médecins ont été pris par la peur dans laquelle ils avaient eux-mêmes été mis à l'encontre des données scientifiques quant aux risques qu'ils couraient. Et puis il y a eu des campagnes d'ingénierie sociale à grande échelle qui se sont déchaînées. Didier Raoult a été attaqué dès le 15 mars par une tribune de Rudi Reichstadt dans Le Monde, le traitant de charlatan et de complotiste. Donc tout ça était en fait prévu en amont. Et ce que j'ai effectivement pu montrer à travers mon enquête, c'est que dans les répétitions générales de pandémie mises sur pied par Anthony Fauci année après année, pour soi-disant se préparer à l'éventualité d'une pandémie mondiale, l'emphase a été mise toutes ces dernières années sur la soi-disant lutte contre les fake news, et la capture des médias pour qu'il n'y ait qu'un discours officiel qui soit porté. Et donc tout cela a été travaillé très en amont avec un ensemble de phénomènes et de processus qui ont fait que le moment venu, chaque grande catégorie professionnelle a marché au pas selon la partition qui avait été imaginée à l'origine. Et c'est un plan absolument délibéré. Ce que vous dites, Jean-Dominique Michel, c'est que donc tout ça a été préparé avant même la diffusion, avant même l'éclatement de la pandémie, et d'ailleurs par ces fameux fact-checkers qui n'étaient en réalité que des fake checkers, on le sait aujourd'hui.